Les valeurs de la République. Dans les valeurs de la République. Et les valeurs de la République. La République et ses valeurs. C'est le combat pour les valeurs républicaines. En permanence, la République, de nos valeurs. Les valeurs de la République. Dans les valeurs de la République. Nous sommes sur le fil du rasoir. Soit nous allons vers une réponse autoritaire, dure, qui tourne le dos à ce que nous sommes, qui fracture davantage notre pays, soit il y a une réponse républicaine. Je crois que les citoyens de ce pays ont constaté, à la suite de ces attentats dramatiques, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme aurait été suspendue d'application dans notre pays. Alors, je voudrais présenter quelques observations sur cette situation, parce que la Convention européenne des droits de l'homme constitue un traité international un petit peu particulier, en ce sens que ce traité international confère des droits aux citoyens. Ce sont les droits qui sont énumérés par ce traité international, liberté d'expression, droit à une vie familiale normale, droit au procès équitable, et donc ce traité international, parce qu'il confère des droits aux citoyens, n'a pu entrer dans notre système juridique qu'après le vote d'une loi. En fait, il y a eu 2 lois. Le Parlement a voté 2 lois sur cette problématique de Convention européenne des droits de l'homme. Une loi en 1974 pour intégrer dans notre système juridique les principes, les droits fondamentaux énumérés par cette convention, et puis une loi de 1981 pour donner à chaque citoyen la possibilité de saisir la Cour européenne en cas de procès truqué ou en cas de procès irrégulier. Alors, cette obligation d'un vote du Parlement pour faire entrer la Convention européenne des droits de l'homme dans notre système juridique est posée par l'article 53 de la Constitution. Conséquence, pour suspendre l'application de ce traité international, donc de la Convention européenne des droits de l'homme, il faut un vote du Parlement. C'est le parallélisme, le principe de parallélisme des formes. Cette Convention européenne des droits de l'homme est entrée dans notre système juridique par le vote d'une loi. Pour en suspendre temporairement l'application, il faut en passer par une loi. Pas d'autre solution. Alors, le Parlement a été saisi sur la question de la prorogation de l'état d'urgence, mais cette loi n'a pas traité de cette question de la suspension de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc à ce jour, le Parlement n'a voté aucune loi pour suspendre l'application, même temporairement, de la Convention européenne des droits de l'homme. Le texte lui-même, cette Convention européenne des droits de l'homme, en son article 15, permet effectivement, dans certaines circonstances, de suspendre
temporairement l'application de ce traité international qui confère des droits à tous les citoyens. La question c'est de la compétence de chez nous, c'est de la compétence de qui? Bien, il suffit d'analyser la Constitution pour constater que c'est de la compétence du Parlement et que ce n'est pas de la compétence du président de la République. Bien, malheureusement, c'est Monsieur François Hollande avec ses conseillers juridiques qui manifestement ne connaissent rien, n'a pas grand-chose. Hein, Monsieur François Hollande a décidé lui-même tout seul de suspendre temporairement l'application de la Convention européenne des droits de l'homme. Eh bien, je regrette, mais aucun article de la Constitution ne lui confère ce pouvoir. Il s'agit d'une violation caractérisée de la Constitution. Il s'agit, on peut même en parler, d'un coup d'État. La suspension temporaire de la Convention européenne relève de la compétence exclusive du Parlement. Chez nous, c'est François Hollande qui s'est habillé, qui a revêtu la tenue du petit dictateur et qui a, dans notre dos, sans demander rien à personne, suspendu l'application de cette convention internationale, à savoir qui nous a privés du droit au procès équitable et de toutes les libertés qui en découlent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu une perquisition dans un restaurant. Hein, le restaurant fonctionne, il est 20h ou 20h30 et il y a 50 policiers qui entrent en tenue de combat pour bousculer les tables, qui vont au rez-de-chaussée, qui cassent les portes qui cassent les portes de la cuisine alors que les portes sont même pas fermées à clé, qui montent au premier étage et qui renversent tous les dossiers de comptabilité. Il est 20h30 dans ce restaurant de banlieue parisienne. Tout est calme. Les clients dînent tranquillement. Quand soudain, des policiers font irruption. Ils sont des dizaines, lourdement armés. Les caméras de vidéosurveillance capturent la scène. 3 jours après, le propriétaire du restaurant est encore sidéré. C'est impressionnant, vous voyez 40 policiers débarquer d'un coup, on ne sait pas ce qu'ils cherchent, apeurés, choqués. Que cherchent les policiers? Pas de réponse, mais dans le sous-sol du restaurant, leur passage est encore visible. Donc ça c'est la première porte qu'ils sont venus casser, c'est celle qu'on voit sur les caméras. Ils ont dû mettre peut-être une dizaine de coups de bélier, facile. Je sais pas combien de temps ça leur a pris, mais peut-être 1 minute. Ils cassent 3 portes les unes après les autres, sans même s'assurer qu'elles sont fermées. C'est une cabine de douche derrière, donc la porte ne peut être fermée que de l'intérieur. Et là, comme il n'y avait personne, la porte était ouverte, donc ils l'ont cassée. Je pense qu'ils s'en ont aperçus au bout de 2-3 coups, parce que j'ai l'impression qu'ils ne l'ont pas cassée comme les autres. Les policiers interviennent sans autorisation d'un juge. C'est la préfecture qui a déclenché cette perquisition. Selon elle, il existe des raisons sérieuses de penser que se trouvent des personnes, armes ou objets liés à des activités à caractère terroriste. Et pourtant, seul le propriétaire du restaurant s'est fait contrôler. Une fois arrivé au bureau, ils fouillent aussi, ils jettent tout ce qui est classeur, armoire par terre sans vraiment fouiller, sans conviction, quoi. Une fois que tout est terminé, ils me disent que finalement ils n'ont rien trouvé, que je n'irai pas en garde à vue, et ils me souhaitent une bonne soirée, et sont bons. La préfecture du Val d'Oise, qui a autorisé cette perquisition, n'a pas souhaité répondre à nos questions. Bref, c'est une situation qui est anormale et spéciale. Et il semble que Monsieur François Hollande, qui aujourd'hui, on peut le dire, hein, je regrette de le dire, apparaît comme un dictateur, a l'intention de modifier la Constitution pour permettre une prorogation pendant peut-être 6 mois ou 1 an de cet état d'urgence. C'est une situation qui n'est pas acceptable et qui nous enfonce tant et plus dans un pays d'exception, dans une justice d'exception. On peut penser que on est en train de basculer dans un régime de style Napoléon III. Hein.
je crois que la prochaine étape, c'est François Hollande qui va essayer de suspendre l'élection présidentielle de 2017 ou de la renvoyer au calendrier grec s'il a envie de se maintenir sur place. On ne peut pas accepter des situations de cette nature. Nous sommes ici à la croisée des chemins. C'est la dictature qui s'instaure gentiment, tranquillement, interdiction de manifester, chasse aux avocats, pratique anormale et spéciale, et tout ceci avec des personnes qui se prétendent de gauche et viennent nous raconter à longueur de journée François Hollande, Carlos Manuel Valls, Christiane Taubira, Bernard Cazeneuve, un ami de François Dayton. Toutes ces personnes nous expliquent à longueur de journée que nous avons des droits de l'homme, que nous avons des libertés, mais tout ceci, chacun a compris que ça n'existe plus. Cela n'existe plus parce que ces personnes nous ont spoliés de nos droits. L'affaire des attentats, eh bien, elle a bon dos. S'ils avaient fait leur travail, si la police, la gendarmerie et la justice avaient fait son travail pour faire la chasse aux terroristes, et si la France n'avait pas eu la politique extérieure calamiteuse et catastrophique qu'elle a eue depuis 2011-2012, on n'en serait pas là. Donc, les citoyens aujourd'hui n'ont pas à supporter des conséquences en termes de restriction de leurs droits et de leurs libertés fondamentales. C'est cela qu'il faut bien comprendre. Alors, juste un mot pour en terminer sur cette Convention européenne des droits de l'homme. Il s'agit donc d'un traité international qui confère des droits aux citoyens, mais qui impose des obligations aux personnes qui dirigent ce pays. Et les obligations, c'est pour le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, les services de police et de gendarmerie, les magistrats, de ne pas l'interdiction d'infliger des tortures, l'interdiction des exécutions extrajudiciaires, et puis, entre autres, le maintien du principe de légalité des infractions et des peines. Alors, même quand la Convention européenne des droits de l'homme est suspendue, ces trois principes fondamentaux, aucun État ne peut jamais déroger à ces trois principes. Cette interdiction, par exemple, qui porte sur l'interdiction de procéder à des exécutions extrajudiciaires, c'est-à-dire de commanditer des assassinats, eh bien, elle s'impose au président de la République, M. François Hollande, sur le territoire national, mais dans l'ensemble du monde entier. Alors je crois que un ouvrage va sortir, un livre va prochainement sortir, qui nous explique que, eh bien, M. François Hollande, depuis la guerre, en gros, les années 60, c'est le président de la République qui aurait commandité le plus d'opérations de cette nature. Votre livre s'appelle « Les tueurs de la République » et vous racontez donc, j'allais presque appeler ça ces guerres parallèles et secrètes en tout petit comité qui sont lancées par nos dirigeants pour éliminer ceux qui pourraient porter atteinte à la sécurité nationale. Et ce qui est finalement très étonnant, vous commencez par là, c'est que François Hollande apparaît comme sans état d'âme, assez va-t-en-guerre finalement dans son genre. En tout cas, il use depuis son arrivée au pouvoir de ce genre de choses, donc des assassinats ciblés. Oui, c'est une des grandes découvertes de mon enquête que j'ai démarrée avant qu'il soit élu, il y a plus de 3 ans. Et puis au fur et à mesure que j'avançais dans l'enquête, le recoupement des faits, l'accumulation des faits, la recherche de témoins importants, eh bien je me suis rendu compte qu'effectivement, François Hollande était de tous les présidents de la République, de la Ve République, probablement celui qui assume le plus en secret des opérations clandestines. Alors, elles peuvent être de plusieurs natures, pas que des assassinats ciblés, bien sûr, mais aussi des d'opérations spéciales. On parle d'opérations spéciales, on parle de guerres qui sont larvées souvent, non, pas toujours déclarées, sur des terrains qui peuvent être évidemment celui de l'Afrique, du Moyen-Orient. On pourrait presque penser d'ailleurs qu'il y a une espèce de dérive quasiment néoconservatrice dans le pouvoir actuel. Au sens américain, vous voulez dire? Au sens américain, tout à fait. Il y a d'abord les mots employés, la guerre globale contre le terrorisme, un certain nombre d'amalgames qui peuvent être faits, et puis
on l'a vu évidemment de manière visible lors de l'opération Serval au Mali, carrément des consignes extrêmement dures. Et il ne s'agissait pas de faire des prisonniers, il s'agissait de tuer, de décapiter les réseaux terroristes. Et au sein de cette guerre visible, on mène des opérations plus ciblées qui sont des opérations de neutralisation, comme on dit, des cibles de haute valeur, les high value targets dans le langage militaire américain. Alors, il peut bien suspendre la Convention européenne, mais cela ne lui apportera aucune protection, puisque dès lors que cette Convention est entrée en vigueur, depuis 1974, le président de la République, ceux qui se sont succédés, avait interdiction de commanditer des assassinats. C'est aussi simple que cela. Et du reste, pour aller encore un peu plus loin sur cette question, la Convention européenne des droits de l'homme a été signée dans le cadre du Conseil de l'Europe, je crois que c'est en 1951 ou 1955. Et elle n'a été ratifiée par la France, c'est-à-dire introduite dans notre droit positif par une loi votée au Parlement qu'en 1974, c'est-à-dire tardivement, justement parce que durant toute cette période de la guerre d'Algérie, eh bien, les présidents de la République, l'OAS et toutes ces questions-là avaient été malheureusement obligés de commanditer un certain nombre d'opérations de nature violente. Voilà. Et donc, depuis 1974, plus aucun président de la République, sur le fondement de cette Convention européenne des droits de l'homme, n'a le droit de commanditer des exécutions extrajudiciaires. Et le fait de suspendre l'exécution, de suspendre même temporairement l'exécution ou l'application de cette convention, eh bien, ne permet pas au président de la République d'avoir la possibilité de commanditer des opérations de cette nature. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Et il faudra de toute manière rendre des comptes de ce qui aura été géré ici, là ou ailleurs, sur le territoire français, à l'extérieur et au travers les procès gravement irréguliers, la dérive judiciaire actuelle. Nous sommes, vous savez, à partir du moment où on vient déroger au principe du procès équitable. Chacun n'a pas besoin d'avoir passé 5 ou 10 ans à la faculté de droit et d'avoir 25 ans dans la profession de magistrat pour comprendre qu'un procès qui n'est pas équitable, c'est un procès irrégulier et c'est donc tout de suite un procès truqué et une justice de type section spéciale. Alors, ce concept de justice de type section spéciale avait été mis en place en France à partir de 1941 et sous la responsabilité en gros de 4 ou 5 personnes. C'était Pierre Laval, c'était Pierre Laval, avocat inscrit au barreau de Paris en 1907, qui se prétendait un homme de gauche. Joseph Barthélemy, avocat inscrit au barreau de Paris. Pierre Pucheux, le ministre de l'Intérieur, le prédécesseur de Carlos Manuel Valls. Et le quatrième personnage, ces trois-là, Pierre Laval, Joseph Barthélemy et Pierre Pucheux, ont été condamnés à mort et fusillés. Bon. Le quatrième personnage qui a trempé dans cette affaire de justice de type section spéciale, c'est Jean-Pierre Ingrand. Lui, c'était un conseiller d'État. Et il a sauvé sa peau parce que, en 1944, il s'est sauvé en Argentine. Et sur la fin de sa vie, je pense il y a 5 ou 6 ans, il a donné un entretien à un journal français qui se trouve sur Internet, entretien dans lequel il a expliqué à quel point il regrettait d'avoir trempé dans cette justice de type section spéciale. Une justice de type section spéciale, c'est une justice qui passe par perte et profit les principes traditionnels qui gouvernent la matière pénale. Droit d'appel, légalité des peines et des infractions, moyens de preuve, régularité de tout, droit de la défense. Alors, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que lorsque l'on entre, lorsqu'on met le pied et lorsqu'on s'engage
dans un processus de cette nature? Eh bien, c'est irréversible. Parce que de décision de justice en décision de justice, on va de plus en plus aggraver les violations des droits de l'homme, les violations du principe du procès équitable. C'est cela la difficulté. Et ces personnes qui ont participé à l'époque à la mise en place de ce système, eh bien, l'ont payé très cher. Lorsque cette loi sur les sections spéciales a été mise en place, c'était en gros la victoire ou la mort, là. Hein. Un officier allemand, Blumenthal, a organisé un petit colloque, hein, et il a prononcé un discours sur le thème « Enfin, ces petits Français consentent à se débarrasser des principes traditionnels qui gouvernent la matière pénale. Définition des infractions, non-rétroactivité de la loi pénale, possibilité de faire un appel, possibilité de faire un pourvoi en cassation, effet suspensif des recours. » Eh bien aujourd'hui, François Hollande s'est engagé dans cette voie. Il a ouvert la boîte de Pandore qui engage notre pays dans une justice de type section spéciale. Il y aura des bavures de plus en plus nombreuses, de plus en plus graves. Il faudra, tôt ou tard, qu'il réponde de cette situation. Au même titre que Pierre Laval a eu à répondre de cette situation. Au même titre que Joseph Barthélemy a eu à répondre de cette situation. Au même titre que Pierre Pucheux a eu à répondre de cette situation. Pierre Pucheux, quand il sent que les choses commencent à mal tourner, s'enfuit en Algérie, il est jugé, condamné à mort, exécuté. Et la réponse qui a été apportée à l'époque par les résistants qui étaient qualifiés de terroristes par ceux qui avaient mis en place la justice de type section spéciale, les résistants ont fait quoi? Eh bien, ils ont eux aussi instauré des juridictions de type section spéciale et ils ont jugé les juges et les procureurs et les uns et les autres par contumace, situation regrettable, et il n'y a pas eu de droit d'appel, il n'y a pas eu de pourvoi en cassation, ils ont procédé à l'exécution des condamnations. Alors, tout ceci est regrettable, mais je crois que M. François Hollande n'a pas mesuré ce qu'il a fait, ce qu'il a décidé illégalement. Aujourd'hui, nous sommes officiellement dans une justice de type section spéciale dans laquelle les gens seront condamnés lourdement, y compris lorsqu'ils n'auront rien fait. Et tout ceci, les gens qui vont être condamnés, ce ne sera pas des terroristes, hein. Ce sera les gens qui ne pensent pas comme pensent ceux qui tiennent le système. Nous ne sommes pas aujourd'hui en état d'urgence, nous sommes dans un régime d'exception, dans un régime dans lequel nous ne pouvons plus, tout simplement, bénéficier du procès équitable. Un procès qui n'est pas équitable, c'est quoi? Chacun, tout le monde est à la merci de ce système judiciaire. Ah, pas les amis de M. François Hollande, pas les amis de M. Carlos Manuel Valls, au contraire. Pas les amis de M. Bernard Cazeneuve, au contraire. Eux bénéficient du système. Et moi, je suis condamné à payer 14 ou 15 000 euros avec exécution provisoire à François Dayton. Mais c'est un ami de Bernard Cazeneuve. 15 jours après l'audience surréaliste de ce fameux faux conseil régional de discipline, M. Bernard Cazeneuve délivre la Légion d'honneur à une personne qui est un ami de François Dayton, et François Dayton est présent sur place, et il y a aussi Enrico Macias. Le conseil de discipline comporte 48 membres. Je vois qu'ici, ça n'a pas expliqué. Monsieur, non, la place. Toi aussi, prends la place qui est la tienne. Tu n'es pas président du conseil de discipline. Tu n'es qu'un faussaire, Dayton. Un gangster. Ne me tutoyez pas. Je te tutoie parce que depuis Saint-Louis, les faussaires, on les tutoie. C'est comme ça. Attends, laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose, Dayton, laisse-moi te dire une chose. Laissez-moi parler. Donne-moi ton dossier.
dossier. Monsieur, je vous invite à venir rendre ce dossier immédiatement. Non, monsieur, je vais vous le rendre quand j'aurai fait la vérification du dossier pour voir ce qu'il y a dedans, pour savoir si c'est contradictoire. Ça vous dérange? Rendez ce dossier, monsieur. Pas encore. Béton, mais il y a un bénéfice. Rendez ce dossier. Ouais. Là, il y a des lettres qui ne m'ont pas été communiquées, monsieur le faux président. Qu'est-ce que ça veut dire? Forfaiture. Des lettres qui n'ont pas été communiquées? C'est pas possible. Nous sommes dans une farce. Oui. J'arrive. Je vous invite à garder le dossier nécessaire pour le mettre au pénal. Ah ben voilà, vous êtes informé du cas de Philippe Maurice, le faux avocat qui a été inscrit, dont vous avez prononcé la radiation en fabriquant un faux jugement. Bien entendu, j'ai été radié d'avance. Hein. Donc la composition de la formation de la juridiction n'était pas correcte, c'est pas régulier. L'élection du président était frauduleuse. Et donc, ils avaient quand même l'intention de siéger et de juger cette affaire, alors même qu'ils étaient dans l'illégalité totale. Et ils ont encore eu l'audace. Là, le faux président du conseil de discipline, François Detton, est en train de déposer plainte pour vol de dossier, soi-disant. Voilà. Vol de dossier, voie de fait. Voilà. Alors que lui-même a essayé de siéger en qualité de président de juridiction, alors qu'il n'a pas été régulièrement élu, et circonstances particulières, bien entendu, c'est lui qui a rédigé et signé le faux procès-verbal actant sa propre élection. Ah, mais on est dans la combinaison complète. Bien sûr, c'est un personnage qui se prétend socialiste et puis qui se réfère aux valeurs de la République. Il était maire de Montmorency, il a été remercié aux dernières élections municipales et manifestement il avait envie d'entrer dans l'histoire par la petite porte. Ceci dit, vous lui avez pris quand même le dossier des mains. Mais... J'avais le droit, j'ai pris le dossier pour faire une vérification des pièces, pour constater si des pièces étaient, voilà, qui étaient filmées. J'ai vérifié, j'ai pris le dossier pour faire la vérification, hein, de manière à pouvoir constater si des pièces qui ne m'avaient pas été communiquées figuraient dans le dossier. Et j'ai constaté qu'il y avait déjà des notes d'audience qui avaient été prises en quelque sorte, et le jugement était déjà préformaté, préfabriqué, si on peut dire. Et d'autre part, la grosse difficulté qui s'est posée, c'est que la justice est publique, tout le monde a le droit de savoir, connaître le nom des juges qui siègent, puisque devant une juridiction civile, on a le droit de faire une récusation. Donc pour pouvoir récuser quelqu'un, il faut connaître son nom. Or, j'ai demandé à 10 reprises à François Detton de dresser le rôle de l'audience. Le rôle de l'audience, c'est un document officiel sur lequel figure le nom du juge, le nom du secrétaire et le nom des juges qui siègent, et également le numéro de registre général de la procédure. Et il a refusé à 5 ou 6 reprises d'effectuer cette formalité qui est quand même substantielle. Alors ensuite, vous avez bien vu ce qui s'est passé. J'ai demandé à chacun des juges qui étaient présents de décliner leur identité en quelque sorte pour pouvoir moi-même dresser le rôle de l'audience, c'est-à-dire faire le travail du président. Et là, vous avez 100% des juges qui siégeaient qui ont refusé de décliner leur identité. En gros, ils ont imaginé qu'ils pouvaient... c'était illégalité, c'était une juridiction de cagoulards. Et qui fait ce genre de choses? Des gens qui se prétendent socialistes. Et voilà le système dans lequel nous sommes. Un système dans lequel s'institutionnalise une distinction entre des hommes et des sous-hommes. C'est un véritable système d'apartheid qui est en vigueur depuis le 25 novembre 2015. Pour nous, rien. Nous sommes rien dans ce pays. Ou plutôt, si, quand il s'agit de payer des impôts pour rembourser les dettes, là, on est très content de nous trouver. Mais quand il s'agit de nous faire un procès équitable et de nous donner nos droits, là, il n'y a rien pour nous. Aucun espoir. Et la situation ne va faire que s'aggraver.
la situation ne va faire que se dégrader parce que lorsque l'on ouvre la boîte de Pandore, lorsque l'on entre, lorsque l'on franchit la ligne jaune, que l'on commence à organiser et à soutenir des procès irréguliers en matière pénale, alors il n'y a aucune possibilité de revenir en arrière et à chaque fois, la situation s'aggravera. C'est cela qu'il faut bien comprendre. Nous sommes aujourd'hui dans un pays qui s'est engagé sur une voie qui est celle de la dictature. Du reste, moi, vous voulez, dans mon procès, la procureure Wyss me reprochait d'avoir tutoyé François Dayton. Attendez, mais quand on voit la vidéo, il me tutoie, il me dit « rends-moi le dossier ». Bon, en gros, je suis condamné, je suis lourdement condamné sur le plan pénal pour avoir tutoyé la robe d'un avocat. Mais c'est ridicule. Je crois que tout le monde a vu Laurent Fabius expliquer que Bachar el-Assad ne mérite pas d'être sur Terre. Ça veut dire quoi, ça? Je suis conscient de la force de ce que je suis en train de dire. Monsieur Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur la Terre. C'est souhaiter sa mort. Je crois que tout le monde a vu François Hollande expliquer que il faut neutraliser Bachar el-Assad. La première, c'est la neutralisation de Bachar el-Assad. Mais c'est quoi? C'est un appel au meurtre. Mais comment est-ce que nous avons pu élire et mettre en place et laisser se maintenir à la tête de nos institutions des personnes qui ont un comportement de cette nature? Mais dans quel pays ça existe? Dans quel pays le chef de l'État explique qu'il va falloir aller assassiner le chef de l'État de tel ou tel pays? Attendez, mais c'est une situation qui est sans retour. Qui est sans retour. Et aujourd'hui, tant que cette équipe sera en place, la situation ne fera que s'aggraver, ne fera que se dégrader. Ce sera systématiquement les moyens de l'État, la police, la justice, la gendarmerie et l'ensemble du système sera de plus en plus utilisé et mis en œuvre pour donner la chasse aux personnes qui ne sont pas d'accord avec ceux que nous avons mis en place pour servir nos intérêts. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils ne sont plus là pour servir nos intérêts, ils se sont installés à leur propre compte dans nos institutions, dans nos palais. Eh bien, il va falloir, et tôt ou tard, pour en terminer, tôt ou tard, les mauvais jours finiront. D'ici là, Carole Gessler, il faut aller voter. Cette manifestation républicaine pour la démocratie, allez voter, exercer ce droit qu'est le droit de vote, rassembler, et notamment autour des candidats, de tous les candidats du Parti socialiste et de la gauche, parce qu'ils incarnent à la fois l'ordre républicain et la justice, et dimanche soir, assumer ses responsabilités, et bien sûr, nous les prendrons pleinement. Rappeler les valeurs, c'est important. Surtout après ce que nous venons de connaître. Moi, je trouve que d'ailleurs, dans le débat politique, on nous explique que les valeurs, ce n'est pas l'essentiel et qu'il faut uniquement répondre sur le chômage ou sur l'insécurité. C'est vrai. C'est le combat pour les valeurs républicaines.